Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est très heureux aujourd'hui à 16h32 d'être sur Europe 1 déjà, d'être à vos côtés. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21 pour poser toutes les questions que vous voulez, bien entendu. On est avec Olivier D'Artigol, Gauthier Lebré, Valérie Benaïm. Il y a Fabien Lecoeuvre qui est parti. Voilà, je crois qu'il avait un bowling entre 16h et 17h. Voilà, il va revenir incessamment sous peu. Et on est très heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit deux personnes qui nous passionnent. Et leur métier nous passionne. Et c'est vrai que je suis très heureux de les avoir. Georges Salinas, directeur du groupe de sécurité du président de la République, qui est ancien de la BRI, et avec ce livre, Par le verbe, par le glaive. On va en parler dans un instant, c'est un polar. Merci Georges Salinas d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Et merci de prendre le temps, parce que c'est vrai que vous bossez beaucoup. Effectivement, on n'a pas le temps de chômer. Exactement. Et il est avec nous alors aussi, c'est un très grand aussi, Joe Kerry qui est avec nous, ancien patron de la BRI. Et c'est vrai que les deux, vous avez vraiment des physiques de film déjà. Franchement, les deux, on a l'impression vraiment d'être dans un polar quand on vous voit. Vous avez, non mais c'est incroyable, hein. Franchement, oui, c'est fou. Voilà, vous avez le physique de l'emploi en tout cas, tous les deux. On vous l'a déjà dit ou pas? On essaie de ne pas l'avoir quand on est à la BRI. Mais parfois c'est compliqué. Mais Joe, voyou ou parrain du milieu? Non. Avec l'âge, les cheveux gris. Non, mais il y a une façon de se tenir, il y a une posture, il y a quelque chose de l'ordre de la force tranquille. C'est vrai. Joe, est-ce que je peux vous demander votre âge, Joe Kerry? Mon âge? Oui. 78 ans. C'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Vous en faites, c'est quoi? On fait 15 de moins. Ouais. 15 c'est gentil, ça me fait très très plaisir. Non mais vraiment, je le dirai à ma femme. Je vous jure, mais franchement, c'est incroyable. Alors Georges, je le connais, j'ai déjà vu, il est incroyable toujours. Et Georges Salinas, vous avez toujours le sourire. On a l'impression que ça va toujours. C'est vrai, vous essayez de garder le sourire. J'essaie de garder le sourire, oui, parce que on fait assez de choses sérieuses. C'est ça. Pour pouvoir justement profiter un petit peu et prendre un peu de recul aussi sur toutes les choses sérieuses qu'on fait. Alors on va revenir bien sûr. On va mettre la lumière sur la BRI forcément, et puis on va en parler parce que c'est vrai que là il y a le match France-Israël qui arrive là demain, et c'est sous haute tension. C'est un truc de fou. 4000 policiers pour 20 000 spectateurs. Alors Emmanuel Macron y sera, Nicolas Sarkozy y sera, François Hollande ne devait pas y aller, comme il a appris qu'il y avait un buffet des meufs, il y va finalement. Il s'est dit finalement je vais y aller. Parce qu'il avait été contacté au début il avait dit non, il y a un buffet, il y a des meufs, je vais peut-être passer alors, c'est bon, je mets la cravate, c'est bon, donc il y sera. Mais souvent il a d'autres choses à faire. Le 11 novembre il y avait Nicolas Sarkozy, il n'était pas là pour l'armistice. Là, Nicolas Sarkozy y va, donc forcément les journalistes l'appellent pour lui demander est-ce que vous y serez. Au début aussi, il dit j'ai autre chose à faire. Faut quand même dire que François Hollande, puisqu'on en parle souvent sur cette antenne, a accepté l'accord du nouveau Front Populaire. Il s'est fait huer à la soirée du CRIF en hommage aux victimes et aux otages pour le 7 octobre. Donc moi, je l'interprétais déjà comme ça, son refus d'y aller en se disant je vais être mal reçu parce que forcément avec le nouveau Front Populaire et avec mon alliance avec LFI, ça va être compliqué. Donc là, revirement, il y sera. C'est très positif. Il est toujours là où on l'attend pas, François Hollande. C'est très positif qu'il y ait tout le monde. Non mais le ressort, c'est pas naturel. Post-Amsterdam, mais c'est très positif. On parlera de ça tout à l'heure, mais bon, François Hollande, c'est ça sa force, il est toujours là où on l'attend pas. Non mais c'est vrai, vous le croyez à l'Élysée, il est à la boulangerie, vous le croyez en voiture, il est sur un scooter. Non mais au moins là, le symbole est important. Bien sûr, non mais c'est parce qu'on aime bien le taquiner. Il aime bien rigoler lui en plus. Surtout c'est le ressort de sa participation. Exactement. Voilà, c'est les grosses. C'est ça. Alors tiens d'ailleurs, Georges Salinas, vous avez démarré la sécurité des présidents avec Emmanuel Macron, vous y étiez avant? Non, j'ai commencé avec Emmanuel Macron. Avant j'étais au SDLP. C'est ça. Avant la BRI. Exactement. Comment vous avez rejoint Emmanuel Macron? Eh bien, d'abord j'ai rejoint parce que j'ai quitté la BRI pour aller au SDLP et j'y étais depuis quelques mois et il se trouve qu'il y a eu quelques événements malheureux, je dirais, au niveau de la présidence, au niveau de la protection, qui a fait que quoi? Il y avait un inconnu qui était rentré. La gifle. Il y a eu la gifle, puis il y a eu oui, aussi, mais c'est surtout l'affaire médiatique de Benalla qui a fait que ça. Il y a eu des changements qui ont été demandés. Et il se trouve que donc à ce moment-là, j'avais un petit peu les cases qui correspondaient. Oui. Donc on m'a demandé d'être volontaire et c'est comme ça que je me suis présenté. On n'y va pas comme ça, bien évidemment. Oui. On est reçu, on est casté, on est reçu par toutes les hautes autorités de l'Élysée. Et en dernier ressort, on est reçu par le président lui-même qui veut choisir aussi la personne qui va s'occuper de sa sécurité. D'accord. C'est normal. Et ça a tout de suite matché?
Ça fait 6 ans que je suis là. C'est ça, c'est vrai. Je suis dans ma 6e année, donc je pense que quelque part... Vous allez aller au bout. Vous allez aller au bout. Je ne sais pas, parce que ça, c'est des métiers où on sait que... on a déjà un 6 ans, déjà, c'est bien. Important, voilà. Et on sait tous qu'on est sur un siège éjectable. Bien sûr. Parce qu'on peut avoir comme les chroniqueurs. Voilà. Mais on reste humble, c'est pour ça qu'on reste très humble dans notre mission, sachant que même si elle est très importante... Alors, on fait attention. On va parler de la BRI avec Joe Kerry aussi et avec Georges Salinas. Joe, je vous appelle Joe. Joe, est-ce que quelles sont les missions spécifiques de la BRI? Parce que on parle souvent de la BRI, on parle souvent du RAID. Je sais qu'on peut déjà dire la différence entre le RAID et la BRI. Au départ, la BRI a été créée il y a maintenant 60 ans pour lutter contre le grand banditisme. À l'époque, dans les années 64, c'était le grand banditisme qui était le problème numéro 1. Les gens allaient servir dans les banques n'étaient pas protégées, il y avait des gangs, des bien organisés, et les types allaient servir, c'est là qu'on prenait de l'argent. Aujourd'hui, c'est la drogue, et le deuxième fléau, c'est le terrorisme. Exactement. Mais quand la brigade a été créée, c'était pour intervenir en flagrant délit sur des individus qu'il était difficile d'attraper sur enquête, parce que l'épreuve était difficile à réunir. Donc la BRI, c'était le flag. On surveillait des gens, les prenait en amont, on savait que c'était des braqueurs d'habitude, pour les interpeller juste après le braquage. À l'époque, l'association de malfaiteurs n'existait pas, donc il fallait intervenir vraiment à chaud. C'était assez sportif. Donc le service, la spécificité de ce service, c'est de faire des filatures, des surveillances et d'intervenir. Alors qu'un service comme le RAID aujourd'hui fait uniquement de l'intervention. Exactement, c'est ça. Par exemple, je sais que moi, je me rappelle, j'allais souvent voir le RAID. Le RAID, il me disait, nous, on a parfois une intervention par an. C'est-à-dire, voilà, c'est très rare. Et en fait, on s'entraîne toute l'année, mais on n'a pas, on a une intervention, 2 interventions par an, c'est ça. Alors, il est vrai aussi que avec la création de groupes régionaux du RAID, avec des policiers très compétents, quand il y a une urgence dans une grande ville ou dans les environs, on envoie le RAID local, si j'ose dire, avant de faire intervenir le RAID national. Mais quand le RAID intervient effectivement une fois de temps en temps, comme le dit le patron du RAID, ils sont intervenus à Neuilly sur l'affaire Human Bomb. Ça a été une intervention exceptionnelle. Ça fait partie des interventions uniques, comme le Bataclan avec Salinas et Molmy. Justement, on va en parler dans un instant. Ou comme l'hypercacher aussi. Et rendons hommage aussi à nos amis gendarmes. En 94, l'Airbus à Marseille. Ce sont des situations uniques. Exactement. Et vraiment ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Qui a été extrêmement bien réalisé. Vous restez avec nous, on va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on parle également de Jacques Mérine, parce que vous avez participé à la traque de Jacques Mérine. On va en parler dans un instant. Et on parlera forcément du Bataclan aussi avec Georges Salinas et Joe Kerry. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Ils sont avec nous, il y a Georges Salinas, directeur du groupe de sécurité du président de la République et ancien de la BRI, et Joe Kerry qui est avec nous, ancien patron de la brigade de recherche et d'intervention, bien sûr, à la BRI. Merci également à Dartigol d'être là, merci à Gauthier Leroy, merci Valérie Benim, et merci à Fabien Lecoeuf qu'on retrouvera dans un instant. Pour l'instant, vous pouvez aller faire un tour. Comme vous voulez, si vous avez des gens à voir, si vous avez des rendez-vous. Merci en tout cas. Non mais il va rebondir sur ce qu'on dit Fabien Lecoeuf, et c'est une encyclopédie. Vous avez vu ce qu'a dit son ex hier dans l'émission. Oui, elle le trouvait extrêmement cultivé, c'est ça. Non mais c'est surtout, je raconterai tout à l'heure la sécurité dans Paris. C'est depuis 1840. Et je vous expliquerai pourquoi. Merci, excusez-nous, c'est le père Fouras, lui, maintenant. Mais lui, il fait des énigmes maintenant. Non, mais il est incroyable, ce mec. Merci, en tout cas, Georges Salinas et Joe Kerry d'être avec nous. Joe Kerry, vous avez participé à la traque de Jacques Mérine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, parce que c'est vrai qu'il y a même ceux qui ne connaissent pas avec les films. De Vincent Cassel. Exactement, c'est vrai qu'avec les 2 films, tout le monde connaît Jacques Mérine. Quand Mérine s'échappe de la prison de la Santé, on met 1 an et demi avant de lui mettre, si j'ose dire, la main dessus, port de Clignancourt. Donc pendant 1 an et demi, il nous a mené par le bout du nez, il nous a tourné en ridicule, il faut le dire clairement. Il a manipulé les médias. Ce n'est pas les médias qui utilisaient Mesrine. Moi je dis Mesrine. Moi je préfère dire Mesrine aussi en plus. Mais c'est Mesrine qui manipulait les médias, qui était à la recherche de scoop. Et finalement, on a quand même réussi à l'interpeller par l'intermédiaire on est remonté sur lui grâce à son complice Boer qui était en prison, qui avait une visiteuse de prison qui s'appelait Gindra, qu'on avait identifiée. On a appris qu'elle avait un véhicule assuré à la Maïf. On a retrouvé le numéro de sa voiture. On a recherché, il n'y avait pas d'informatique à l'époque, c'était des fichiers manuels. Le numéro de la voiture dans Paris, on a vu qu'elle était souvent verbalisée pour stationnement aux alentours de la rue Saint-Lazare. On a patrouillé dans les environs, on est tombé sur la bagnole, on a planqué sur la voiture, on a vu arriver Gindra.
son domicile, qu'on a mis sur écoute. Et un jour, Mesrine a téléphoné à son copain Boer et on a compris que c'était Mesrine et on a mis une planque qui nous a amenés jusqu'à la rue Béliard. Exactement. Est-ce que, je vous le dis, Joquery, il y a chez les jeunes, aujourd'hui quand même, une fascination pour Mesrine et il semble pour tout le monde sympathique. On a l'impression que c'est vrai que tout le monde... Non mais je vous jure que c'est vrai. Et grâce au film, etc., tout le monde dit Jacques Mesrine, on l'aimait bien. Les jeunes, je pense, aiment Jacques Mesrine même s'ils ne le connaissaient pas. Est-ce que vous, à un moment, est-ce que vous êtes arrivé à un moment de vous dire c'est vrai que j'aime bien ce gars ou vous étiez vraiment dans le truc et vous étiez quelqu'un de dangereux et vous faisiez pas, voilà, vous étiez pas comme l'opinion publique. C'est vrai que Mesrine, ça reste... Il se faisait passer pour un truc très romanesque. Exactement, c'est ça. Mais donc c'est un peu Arsène Lupin, quoi. Enfin, dans un autre genre, mais c'est-à-dire, voilà, c'est un peu, voilà, il a une bonne image, c'est ça qui est fou. On oublie qu'il était violent, Mesrine. Exactement. Mesrine était violent. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, je ne vais pas faire l'apologie de Mesrine. Bien sûr, vous avez bien raison. Mais je vais vous livrer son pédigré très rapidement. Voilà. Plusieurs assassinats. Voilà. C'est ça. Enlèvement d'un journaliste de Minutes qui l'emmène avec son copain Boer au nord de Paris. Il le torture, il l'humilie. Il lui met 2 balles dans la peau et il le laisse pour mort. Il a vécu avec 3 femmes, dont la dernière, Sylvia Jean-Jacot. Tout était frappé. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, le film de Richet, qui reprend la vie de Mesrine, fait apparaître cette violence conjugale. Comme Paul, aujourd'hui, personne ne lui pardonnerait ça. Exactement, c'est vrai. Bon, et cela dit, sans compter évidemment les ouvertures de feu à l'occasion de certains braquages, où il a ouvert, notamment à Deauville, ouvert le feu sur les policiers qui intervenaient, au mépris de la sécurité des gens qui étaient dans le casino. Il aurait pu tuer des personnes. Bref, c'est un fou furieux qui ne pensait qu'à lui. C'était vraiment un fou furieux, un dingue, un cinglé. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à détruire cette image ? D'une part, parce que la presse l'avait bien encensé à l'époque et c'est resté dans l'esprit de tout le monde. Exactement. On voit les photos publiées par certains journaux, déguisé, il échappe à la police. Les conférences de presse sauvages qu'il faisait dans les appartements. Aussi. Non, mais je veux dire, en plus, il nous a nargués pendant un an et demi. Ça fait toujours rigoler, quoi, quand le gendarme se fait rouler dans la farine par Guignol. Sauf que là, c'est pas Guignol. Et puis le deuxième point, qui n'est pas en notre faveur, mais ce sont les circonstances, c'est qu'il a été abattu place Clignancourt. On a un pare-brise avec 22 impacts. S'il avait été abattu avec des revolvers et non pas avec des fusils, ça aurait peut-être eu une autre connotation visuelle, médiatique. Mais c'est bien de rappeler son pédigré. Oui, mais c'est exactement. On peut nous reprocher tout ce qu'on veut, on s'en fout d'arrêter. Nous, on a notre conscience pour nous, on n'a pas d'état d'âme. Mais faut quand même rappeler que c'était pas un saint, quoi. Voilà, exactement. C'est bien de le rappeler. Que c'était vraiment un sale mec. Merci. Georges Salina, j'aimerais qu'on vienne sur votre livre, surtout aujourd'hui. On est le 13 novembre et c'est vrai que c'est un polar. Il faut le dire. Et c'est vrai que vous racontez l'histoire du chef de la BRI qui doit enfiler son gilet pare-balles et aller au Bataclan. Et c'est vrai que j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu pour nos auditeurs aussi qui nous écoutent à 16h47 sur Europe 1. C'est vrai que c'est un polar, mais bien sûr, on reconnaît. Voilà, c'est un polar inspiré. Exactement, et très très inspiré même, plus qu'inspiré. Voilà, c'est vrai. Et Georges, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu ce moment-là aussi pour nos auditeurs. C'est un moment qui nous a marqués tous, et bien évidemment au niveau des policiers, ça a été un moment unique. On s'était préparé au pire, on avait déjà vécu Hypercacher, c'est un service, comme le rappelait Jo, qui pratique aussi le grand banditisme, et une semaine avant le Bataclan, on avait fait une opération sur un enlèvement avec une fusillade, donc on a quand même l'habitude de la grande violence. Là, on n'était pas parti pour avoir cette scène de guerre. Moi-même, à mon niveau, j'étais chez moi dans ma maison de campagne, tranquillement, et puis j'ai été appelé tout simplement par des gens qui sont spécialisés dans les explosifs, qui m'ont appelé parce qu'il y avait des explosions au Stade de France, une première, sur laquelle on a pensé dans un premier temps que c'était peut-être un accident. Il y a plein de baraques à frites, ce genre de choses. Donc une bouteille de gaz qui a explosé, on ne sait pas. La deuxième explosion, on a compris que là, c'était plus du tout la même chose. Cette zone est normalement d'intervention. Il y avait une zone de partage d'intervention qui était plutôt pour le raid à Saint-Denis. Donc on a laissé le raid prendre la main sur Saint-Denis s'il fallait aller là-bas. Et nous, on s'est quand même mis en ordre de marche. Et très rapidement, il y a eu les fusillades sur les terrasses de café.
Donc à partir de là, on a tous compris qu'on subissait une attaque de masse. Et là, moi, je suis rentré. Donc, je l'ai assez dit très très vite, puisque j'ai mis 23 minutes pour faire 60 km. Oui. Et j'étais avec mon épouse, puisqu'on était parti se reposer à la maison de campagne. Donc, je l'ai lâché sur le trottoir, en la laissant comme ça désemparée. Et puis, je suis allé au service. Et là, entre-temps, j'ai eu un peu tous les renseignements qui me tombaient, petit à petit, des fusillades, du nombre de morts importants qu'il y avait un peu partout dans Paris. À partir de là, on sait qu'on a un boulot à faire. Donc, une première partie de la BRI était partie déjà d'abord sur les terrasses et ensuite, ça se passait au Bataclan. Donc, moi, j'ai rejoint mon chef de l'époque, Christophe Molmy, qui était avec une partie des équipes. J'ai ramené tout le reste de l'équipe. J'ai ramené le fameux bouclier qui s'est fait mitrailler. Et on a monté une opération ensuite au Bataclan. Quand on est arrivé, la situation était un peu figée parce qu'on avait ce commissaire de police accompagné de son chauffeur qui était rentré de la BAC Nuit, qui était rentré et qui finalement avait neutralisé un des terroristes, enfin en lui tirant dessus, et puis le gars s'était fait sauter, le terroriste. Et on avait donc, on ne savait pas trop exactement combien il y avait de terroristes encore dedans. D'ailleurs, quand on arrive, la communication est compliquée parce que c'est quand même le chaos. Et on ne sait pas trop. Et quand on demande aux policiers qui sont intervenus, combien il y en a encore de terroristes, personne ne peut nous répondre. Et il y en a même qui nous disent peut-être qu'il n'y a plus personne. Donc on est rentré un petit peu là-dedans, en voyant bien évidemment les cadavres. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient au sol. Et assez rapidement, on a compris qu'il y avait aussi des gens qui étaient couchés, tout simplement, qui se protégeaient. Donc, la première chose à faire, c'était d'évacuer les valides. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une polémique un petit peu sur le temps. Mais moi, j'ai pris la décision, et puis Christophe, qui était avec moi, était tout à fait d'accord. Il fallait, si on montait une opération, il fallait sortir tous les gens valides pour ne pas avoir de blessés en plus. Donc il fallait prendre le temps de le faire. Et donc on a fait évacuer les gens par tout moyen. Alors on a fait rentrer des policiers qui se sont servis de brancards, parfois même de barrières vauban, parce qu'il n'y en avait pas assez, et on chargeait les gens comme ça. Et puis, le travail, petit à petit a été fait, c'est-à-dire qu'on a réussi à évacuer tous les gens qui étaient valides, les blessés, et pour en arriver que aux otages qui se trouvaient à l'étage, et puis les morts. Et là, on a eu un contact, et on a compris qu'il restait 2 terroristes, à minimum, qui étaient à l'étage, et on a monté une opération. Cette opération, c'était de les neutraliser. Alors, on a essayé de négocier, faut le savoir. On fait toujours de la négociation, même dans des cas les plus difficiles. Le titre du bouquin, bien sûr, c'est la devise de la BRI, c'est par le verbe, par le glaive. Le verbe, ça veut bien dire que on n'est pas... on essaie par tous moyens, on utilise tous les moyens, et parce qu'on est des policiers, on n'est pas des mercenaires. On est là pour essayer de régler une situation, et si on peut arrêter des gens, on le fait. Et puis le glaive, c'est parce que quand on peut plus rien faire et qu'on n'a plus le choix, on utilise le glaive. Et donc en l'occurrence, après avoir utilisé beaucoup le verbe, on s'est aperçu que on le travaillait en même temps. On travaillait déjà le glaive. Donc, en général, on monte des opérations qui sont d'abord d'urgence quand on arrive, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et à la différence d'ailleurs d'un service d'intervention militaire qui prépare une opération et qui a les plans et qui sait ce qu'il va faire et dont il a un objectif, nous, quand on arrive, on découvre la situation. Et après, il faut travailler avec beaucoup d'urgence, beaucoup de rapidité. Donc ça, les gens sont habitués à travailler sur cette méthode de travail. Et on a monté un plan beaucoup plus élaboré. Et à partir du moment où on a eu l'autorisation, qu'on a eu très très vite, par rapport à Hypercacher, où ça a mis beaucoup plus de temps. Je crois que pour Hypercacher, on avait mis 45 minutes à nous donner l'autorisation. Là, pour le Bataclan, je crois que la décision a été prise tout de suite. Et on est passé à l'assaut. Cet assaut, tout le monde ça a été raconté un nombre de fois important. On a donné l'assaut sur les 2 endroits du balcon. Il y avait deux parties. Et les terroristes, en fait, étaient surtout sur une partie. De l'autre côté, il y avait beaucoup d'otages. Et à partir de là, les terroristes se sont défendus, donc ils nous ont mitraillés. Le fameux bouclier a pris une 30aine d'impacts. On a eu, comme c'était un couloir, et on a eu un gars de chez nous qui a été touché. C'était le 6e de la colonne, parce qu'il y avait les balles partaient en ricochet. Et on a continué à avancer. On a perdu notre bouclier aussi, parce que ça tirait dans tous les sens. Donc nous,
on n'a pas beaucoup ouvert le feu, une dizaine de coups, et on a abattu le premier terroriste. Et ce terroriste-là, enfin dans les deux qui restaient, et celui-là s'est fait exploser. Ouais. Et il a blasté le deuxième. Et là, on est intervenu et on l'a neutralisé. Georges Salinas, par le verbe, par le glaive. Vous restez avec nous sur Europe 1. Jo Kéry reste avec nous également, ancien patron de la BRI. On va parler du match également de demain, sous haute surveillance. Et tiens, je vous pose la question 01 80 20 39 21. Mathilde Panot de la LFI disait qu'il fallait annuler le match. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous en pensez sur Europe 1. 01 80 20 39 21. À tout de suite.